In Liberté Surveillée, the boy who ends up going down into this underground, this criminal underworld, he thinks he's tough. He thinks he's a teenager. He thinks he's a boxer. He thinks he's tough. But when he goes down, he meets professional criminals, and he sees dog fights, and he sees men who have killed, and places where crimes occur on a regular basis. It opens his eyes, but it also sucks him in. He is drawn into it, because we all have this. We have this kind of this need for sin. Quand on veut créer un décor, un lieu, en fait, c'est indissociable des individus, des personnages qui l'habitent, et les relations entre les gens et les lieux dans lesquels ils sont, que ce soit nous ou des personnages de fiction, sont très fortes. Mon public est jeune, et donc il ne peut focaliser son attention que sur des temps très courts. Donc je ne peux pas m'étendre sur de très longues descriptions détaillées, élaborées. Il faut surtout que je fasse interagir mes paysages avec les personnages, et tout ça dans le cadre de l'intrigue. L'un développe l'autre, influe sur l'autre, ils se nourrissent respectivement. Dans mon dernier bouquin, le jeune garçon, l'adolescent, descend dans les bas-fonds, il fait de la boxe, il croit qu'il est un super dur, et il descend et il se retrouve nez à nez avec des vrais criminels. Il assiste à un vrai meurtre, à des combats de chiens et autres mises à mort. Alors ça lui ouvre les yeux, mais finalement il est un peu aspiré là-dedans, parce que je crois qu'on a tous une espèce comme ça de côté où on est attiré par le péché. Mais ce que toi tu fais effectivement avec l'obligation de décrire la ville par ses interactions, c'est pas quand on dessine, on n'est pas du tout dans ce contexte-là. Au contraire, je pense à des albums comme La Tour, La Fièvre d'Urbican, où on a véritablement souvent une perspective de très loin, une perspective architecturale, avec des personnages qui sont des petites silhouettes. Et ce qui m'a fasciné, l'exemple de La Fièvre d'Urbican est un exemple remarquable, c'est la notion de grain de sable. Il y a ce cube qui apparaît sur le bureau de l'ingénieur et qui, par son développement, va bouleverser la ville, mais ça n'aurait pas été grave à condition que le cube ait été mis droit. Et il s'est trouvé que cet ingénieur, peut-être inconsciemment, l'a mis de travers. Et ce geste-là, c'est celui qui détruit les villes aussi sûrement que ce grain de sable-là. Et comment est-ce qu'on décrit les gens qui vivent avec cette perspective architecturale? Qu'est-ce que ça nous renvoie? Et comment surtout on met à mort sa propre ville? Comment peut-on mettre à mort sa propre ville par ce grain de sable-là? Oui, je dirais d'abord que tout récit est quand même tout simplement une mise en crise. Peut-être pas une mise à mort, mais une mise en crise. C'est-à-dire, si on a une image stable, si on a une image arrêtée, par exemple une ville à un moment T, l'intérêt de l'histoire, c'est de la transformer comme de transformer son héros ou ses personnages. Donc, de toute façon, on est dans ce dispositif-là. Par rapport à ce qui vient d'être dit sur la complexité qu'il y a à poser un univers imaginaire en retenant l'attention du lecteur, c'est peut-être une chance qu'on a avec la bande dessinée, c'est que par ces variations incessantes d'angle de vue et d'échelle, la ville est posée très très vite. Elle n'a pas à être décrite. Et donc l'action peut immédiatement se mettre en place, tout en laissant un énorme espace à cet univers que nous voulons décrire, mais qui est posé instantanément. Alors, vous parliez de la fièvre d'Urbican, du grain de sable. Oui, c'est ça qui est intéressant, parce qu'on a là, par exemple, un homme qui veut construire un modèle stable, disons une sorte de Brasilia. Hein, on peut dire que la fièvre d'Urbican, quoiqu'à l'époque nous n'ayons pas visité encore Brasilia, mais c'est quand même très inspiré de ce genre d'imaginaire, c'est-à-dire la création d'une ville d'ordre, d'une ville rationaliste, hyper rationaliste, ex nihilo. On se souvient de ces images extraordinaires de la construction de Brasilia, où on doit d'abord larguer les premiers matériaux qui permettront d'établir la ville, la créer à partir de rien, et donc créer une forme pure. Hein. Donc Brasilia naît d'un survol, et à partir d'un survol au-dessus de la forêt, Lucio Costa, puis Niemeyer, trace une forme en croix, et toute la ville s'organise suivant ce dispositif symétrique qui porte encore la marque de l'avion, de la vue aérienne. On sait bien que l'habitant, lui, ne vit pas dans l'avion, il n'est pas dans le survol de la ville, il est dans son quotidien terrestre. Donc notre ville d'Urbican est construite au départ un peu sur ce modèle-là, c'est-à-dire une ville hyper rationnelle, pensée pour son esthétique, sa symétrie, son organisation qui en ferait une machine parfaite mais immobile, et puis donc survient effectivement ce grain de sable, c'est-à-dire un objet trouvé dans les profondeurs du sol, dans un chantier. Vous parlez aussi de profondeur tellurique, comme ça. Donc, une structure cubique est vidée
qui va, une fois qu'elle est sortie du sol, se mettre à pousser, se mettre à grandir en tant que telle, mais aussi à grandir en se développant comme un réseau qui envahit toute la ville et la modifie. Et effectivement, l'urbatecte, le personnage principal, l'a posé de travers sur un livre, alors que lui est obsédé par la symétrie, les horizontales, les verticales. Donc la catastrophe pour lui n'est pas tant qu'une structure se développe, puisque cette structure est symétrique, mais qu'elle se développe de travers et donc qu'elle crée une série d'obliques. C'est des images qui nous fascinent. On retrouvera un petit peu ce type de thème dans un autre de nos albums, L'enfant penché, où là c'est appliqué au corps humain avec une jeune fille qui se retrouve brusquement inclinée de 30 degrés. Elle est parfaitement normale pour le reste, mais elle est juste inclinée, ce qui lui pose toute une série de problèmes. Et là, ce qui était amusant, ce qui m'intéressait comme figure et peut-être comme objet de pensée aussi, c'était comment une structure d'ordre couplée à une autre structure d'ordre génère un désordre. Hein, comment il suffit de superposer deux modèles qui finalement ont l'air rationalistes pour que tout d'un coup tout explose. Et puis qu'est-ce que c'est que le rapport entre une structure architecturale qui est du côté de l'immobilité et une structure qui est quasi végétale, même si elle est très dure, et qui est dans la transformation, dans les processus de transformation. Voilà, c'est le genre de choses qui pourraient être des idées abstraites, ça pourrait presque être un problème mathématique. Hein, on pourrait se représenter ça comme un problème de topologie. Ce qui est intéressant, c'est d'y introduire de l'humain et de voir comment à l'intérieur de ça, les individus réagissent. La question que je me pose derrière tout ça, et en nous entendant les uns et les autres, et peut-être qu'on devra chacun tenter d'y répondre, c'est pourquoi on fait ça ? Pourquoi au milieu de toutes ces villes où nous vivons, certaines chargées d'histoire, d'autres dites villes nouvelles, certaines mégapoles, certaines villes remplies de bidonvilles et d'espaces d'exclusion, pourquoi nous éprouvons le besoin d'y ajouter nos propres villes imaginaires, nourries bien sûr toutes de fragments du réel qui nous entoure? Qu'est-ce qu'elles essayent de nous dire qu'une simple description des villes existantes ne nous donnerait pas? Qu'est-ce qu'elles nous donnent à penser de nos villes? Voilà, je crois que c'est une question à laquelle il est difficile de répondre, mais qui en même temps est peut-être la clé des séductions de toutes ces littératures de l'imaginaire et toutes ces villes imaginaires. C'est nous éprouvons le besoin d'ajouter au réel, à un réel déjà complexe et stratifié, tout d'un coup, une couche supplémentaire qui peut-être nous permet de regarder les lieux dans lesquels nous vivons d'une autre façon et de radicaliser ce que nous percevons tous en nous promenant dans une ville, mais que tout d'un coup nous percevons là sous une forme absolue. C'est une question pour Nicolas, c'est parce que tu as typiquement illustré des villes et des paysages urbains nés de cauchemars ou d'espèces de visions éveillées oniriques de Lovecraft, qui n'étaient pas... Oui, mais pour répondre aussi à ce que tu disais, et ça complète ça, hein, mais Cadat est presque une exception là-dedans. Moi, je sais que la recherche, le fait de travailler sur des villes, c'est pour moi d'abord la recherche d'un rapport humain. Parce que généralement, quand je commence à dessiner des rues, des ponts, des largeurs de rue, c'est de chercher de savoir pourquoi je vais les faire systématiquement courbes, pourquoi elles ne vont pas faire plus de telle largeur. Et ce sont ces rapports-là qui me font finalement poser des questions sur, après plein d'autres générations de dessins, mais au rapport à l'humain, c'est-à-dire comment l'humain vit là-dedans, mais comment je vis moi dans la ville et qu'est-ce qui me plaît dans une ville. Donc généralement, quand ça passe évidemment par des cités fantastiques, l'avantage, c'est qu'on peut les plier à ces exigences, pas forcément d'esthétique, mais de bien vivre. Moi, c'est aussi ça. Même si on est dans un quartier pourri, ça change rien, mais même au travers de ce quartier pourri, il y aurait une esthétique particulière qui fait qu'on y vit malgré tout bien, parce que ce quartier existe. Donc c'est plus la façon de... Comment expliquer ça? Enfin, pour moi, Paris qui reste... Je suis à Paris. Paris est une très belle ville, certes, mais pour moi, tout ce qui a été construit à partir du 19e, généralement, m'ennuie à Paris. Je viens de Lyon, une ville qui a un fond historique plus ancien, et déjà, je sais que le principe de la rue courbe, tout ce qui est rue courbe à Lyon m'intéresse 10 fois plus que n'importe quelle rue droite à Paris, que n'importe quelle avenue à Paris. Et parce que il y a pour moi, ce sont des notions de vie ou de non-vie. Une avenue, la largeur d'une avenue, au-delà d'une certaine taille, quand vous n'arrivez plus visuellement à... Ça, j'ai passé du temps à comprendre ça. Quand vous marchez sur un trottoir et que de l'autre côté de l'avenue, vous n'arrivez pas à reconnaître une personne, vous commencez à perdre des détails, ça, vous ne lisez plus le visage. Donc, grosso modo, quand vous avez plus de 10 mètres de largeur de rue, pour moi, là, on est dans l'inhumain. Si vous n'êtes pas capable, de l'autre côté du trottoir, de reconnaître quelqu'un et de pouvoir traverser la rue et d'aller parler avec elle, ou d'être juste à portée de voix,
mais en parlant sans hurler, juste en parlant comme ça. Là, on est dans de la vie. Bon, bah, généralement, quand je dessine, je vais dessiner une largeur de rue qui fait qu'on peut voir la personne de l'autre côté. Et sur le dessin, je vais le calculer de telle façon à ce qu'on voit... alors, ça commence par ça, mais après, c'est de se dire, ben voilà, mais en voyant une personne de l'autre côté de la rue, il faut aussi que je puisse voir dans le dessin un petit pont ou systématiquement le premier étage de tous mes bâtiments. Et de ne pas me dire, comme à Milan, toutes les structures de premier étage font au moins 5 mètres de haut et la ville commence au-delà de 5 mètres. Bon, ça, c'est quelque chose qui m'horripile dans une ville. Si je vois un premier étage qui commence au-delà de 5 mètres, je me dis que c'est mort au rez-de-chaussée. Et donc en dessin, je ne le représenterai jamais comme ça. Ou pour montrer un côté oppressif dans cette ville, je vais mettre aucune fenêtre et rien, aucun magasin, rien du tout avant, Tu avant 5 ne mètres. dessines pas la ville, tu dessines la vie qui va avec. C'est l'urbanisme, hein. C'est la définition de l'urbanisme. Oui. Oui, Enfin, c'est peut-être pas la définition des urbanistes. En tout non, cas, ça. voilà. C'est une des possibilités. Non, mais c'était juste pour rebondir sur quelque chose que tu as dit par rapport à l'inhumanité, finalement. Tu parlais d'une ville comme Paris, c'est valable dans d'autres endroits. Il y a une terminologie déjà qui, quelque part, a un côté extraordinaire. C'est un grand axe de circulation, on appelle ça une artère. On appelle ça une artère. C'est-à-dire que nous sommes des micro-organismes au cœur d'un organisme et quelque part, notre mouvement participe de sa vie. Mais notre propre importance à l'intérieur s'efface. Oui, C'est pour ça que il est présenter des personnages la ville dans un- devient l'organisme. Voilà. La ville devient le Présenter- super-organisme dont nous sommes peut-être les parasites ou en tout cas les sous-ensembles. Je pense qu'aujourd'hui, dans la réalité, on en est quelque part des animateurs. Mais on en est simplement des animateurs. C'est pour ça que l'intérêt dès qu'on refixe l'attention sur l'humain au cœur de cette ville, on change complètement la perception qu'on va en avoir, parce qu'on n'est plus dans ces flots humains, finalement, dont tu parlais, qui font que les gens ne se reconnaissent pas et on est finalement entouré d'anonymes. Et seule la ville a une identité. L'humain au milieu n'en a plus.